Marc Goudjanoum, bonjour. Oui, bonjour Maury Aguar, bonjour Henri Ambaudet, bonjour à tous les amis téléspectateurs et à tous les auditeurs. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Renouvelé. Hier, je ne sais pas si vous nous avez suivis, parce que je disais que je n'ai pas besoin de vous envoyer la clé du groupe de presse avant que vous ne veniez au ce matin. Je ne sais pas si non, vous nous avez suivis. D'accord, très bien. Alors, je me retourne vers vous. C'est Henri Ambaudet, bonjour. Bonjour, Maury Aguar, bonjour Marc. Bon, il n'a pas eu la clé avant de venir, donc c'est qu'il sait que c'est un engagement. Il sait que c'est un engagement et que la clé se trouve désormais dans sa poche. Dans sa poche, donc. On salue également les auditeurs de la 102.3 et merci à tous ceux qui sont des fidèles de ce programme. On retient quelques titres rapidement. On va démarrer d'abord par ce titre du quotidien La Cloche de ce matin qui nous parle de développement de culture d'exploitation au Bénin. Le gouvernement relance la filière palmier à huile. Marc Goudjanoum, est-ce une bonne nouvelle pour le Bénin? Oui, c'est une bonne nouvelle dans la mesure où il faut rappeler que le palmier à huile est d'abord une culture traditionnelle au Bénin. Moi, je me rappelle encore de mes plus jeunes âges, on avait tout un champ de palmier à huile et malgré que c'était au sud ici dans l'Atlantique et qu'on cultivait régulièrement. Et donc d'abord, c'est une culture traditionnelle à laquelle tous les Béninois, normalement, d'une certaine région, sont déjà habitués. Et n'oubliez pas, lorsqu'on remonte un peu dans l'histoire, on sait que c'est le roi Guézo, d'accord, qui a été l'initiateur en tout cas de cette culture-là, oui, pour pouvoir permettre quand même d'en faire une grande production et que ça fasse partie en réalité des richesses, d'accord, du Bénin également. Oui. Aujourd'hui, je pense que le gouvernement est dans une bonne dynamique en voulant relancer. On parle d'1 200 000 plants sur 8 250 hectares. Oui. Et donc, c'est une bonne relance de cette filière-là parce que ça va combler beaucoup de besoins et lorsqu'on verra la mise en application de cette réforme, vous allez constater que ça va régler un certain nombre de problèmes liés surtout à la mise à disponibilité des plants au niveau des agriculteurs, au soutien aux agriculteurs, et ça va permettre également d'installer des raffineries, des huileries, d'accord, qui vont puisse permettre quand même de mieux exploiter cette filière-là. Et donc, il faut quand même accroître la production, améliorer les rendements tels que je l'ai dit, et soutenir également les producteurs dans cette réforme-là. Parce que aujourd'hui, nous sommes dans une réforme, dans un certain nombre de réformes, pas seulement dans une seule, dans plusieurs réformes, oui, dont également l'industrialisation au niveau de certaines filières, dont la filière palmier à huile aujourd'hui, oui, où il va falloir mettre à disposition de ces agriculteurs-là, de les accompagner, de les soutenir dans cette réforme-là pour qu'ils puissent quand même se sentir mieux à l'aise et faire beaucoup plus de production. Parce que tant que les industries vont s'installer, tant que les raffineries vont s'installer et qu'il n'y aura pas assez de production, ça va donner un peu de problème. Et donc, il faut que le gouvernement booste cette production-là à travers le soutien aux agriculteurs pour que aujourd'hui l'on puisse quand même voir le Bénin parmi toutes ces nations-là qui aujourd'hui aspirent à faire prospérer le secteur industriel au niveau de leur pays parce qu'on en aura besoin. Imaginez le nombre de personnes qui utilisent l'huile de palme. Aujourd'hui, lorsqu'on prend même l'utilisation usuelle, imaginez le nombre de personnes qui l'utilisent. Lorsque vous prenez même dans les foyers, dans les ménages, il y a beaucoup de personnes qui utilisent l'huile de palme. Vous quittez là, dans l'industrie des savons, dans les savonneries par exemple, c'est utilisé énormément. Dans l'usine des cosmétiques, par exemple, c'est également utilisé. Et donc, ça a une importance capitale dans la production agroalimentaire et dans plusieurs autres domaines. Et donc, lorsqu'on va arriver quand même à avoir une autonomie ou une production assez massive dans cette filière-là, il y aura forcément d'autres acteurs au niveau à l'international qui vont demander à ce qu'on puisse les approvisionner. Je pense que ça se fait déjà, ou à un moment donné, vous prenez le Nigeria à côté, par exemple, qui est un grand consommateur d'huile de palme. Moi, j'ai eu quelques amis qui sont dans cette production-là au niveau de Kétou, oui, et qui m'ont dit que la plupart de ce qu'ils produisent, c'est le Nigeria qui consomme, et ils sont même en manque parfois. Et donc, si on arrive à hausser le niveau de production au niveau des palmiers à huile, vous allez constater que la demande sera tellement forte que le Bénin deviendra également un pôle de production en matière de palmiers à huile. Très bien. Je me retourne vers vous, Henri
Niambolais, vous avez suivi donc le développement de Mac Goudianou. Nous venons de loin. Pendant plusieurs années, le gouvernement a plus misé sur le coton. Aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle, comme l'a dit Mac Goudianou, que nous puissions donc allumer les projecteurs sur le palmier, cette filière du palmier à huile. Est-ce que vous pensez quand même que ça pourra donc booster également le Bénin comme le coton? Mais écoutez, nous avons un gouvernement en place qui a une dynamique, qui a une politique agricole bien structurée. Nous avons un gouvernement en place qui, avant de lancer donc bien évidemment certaines initiatives, a forcément mener des études et tout le reste. Et pour ça, moi je pense que oui, ça peut booster bien évidemment l'économie béninoise. Ça peut également aider les producteurs à s'épanouir. Ça peut également aider d'autres à s'investir dans cette filière-là. Vous savez, Mac a fait donc l'historique tout à l'heure et tout le reste, mais il a oublié de faire noter que encore, il existe encore dans nos régions, dans nos localités, des cas, des zones, des cas. Mais il y a des problèmes qui sont là. Et donc, il faut d'abord, avant de relancer, moi, j'explique qu'avant de relancer, il faut aller régler ces problèmes-là. Par exemple, le problème de Carenvie ou autre. À Carenvie, ou quand vous allez à Zé, parce que, qu'est-ce qui fait le problème? C'est que au sein de ces cas-là, il y a on observe qu'il y a beaucoup de ressources. Parce que le palmier, quand vous prenez le palmier, il n'y a pas une partie qui est rejetée. Tout est utilisé, tout est à vendre. Donc, tout est récupéré. Tout est récupéré. Oui. Voilà, donc c'est dit que on sait que c'est une richesse, le palmier à huile, c'est une richesse qu'on peut encore utiliser. Pour moi, le gouvernement a bien fait de penser à cela. Le développement de cette filière va passer également par l'accompagnement de ces producteurs-là. Et à ce niveau-là, oui, pour ce que j'ai entendu là, on a recruté donc des conseillers en la matière qui sont spécialisés donc, dans la production de cette filière, qui vont accompagner les producteurs. Mais il y a ces petits freins qu'il faut aller régler. Je prends par exemple Zé, où il y a des États qui sont là. Vous avez toujours des palmiers qui sont là, qui sont exploités. À des moments donnés de l'année, il y a les producteurs qui vont pour récolter donc les palmes et puis bon pour en faire pour vendre. Mais il faut d'abord unifier, si vous voulez. Il faut régler les différends qui existent entre les membres de ces différents cas-là. Et l'autre chose, permettre également, pourquoi pas, à d'autres qui souhaitent faire cette culture-là, également de le faire. Parce que vous savez que moi, je connais quelqu'un qui a souhaité faire, qui a acheté des États dans le quartier d'Essa, par exemple, et qui a envie de faire cette culture-là, mais là, ça n'existe pas. Les plans n'existent pas. Donc, il faut rendre disponibles également les plans pour que la culture, cette dynamique-là du gouvernement soit accompagnée. Quand on sait également que, oui, le coton, vous savez tout ce qu'il y a autour du coton, où il y a cet accompagnement-là, où les gens sont subventionnés. Il faut également apporter donc des subventions aux producteurs pour que cette volonté du président Patrice Talon avant 2020 puisse concrétiser. Voilà. Comme le disait Mac Goudianou tout à l'heure, vous avez des amis qui sont dans ce secteur-là, mais on a compris que c'est un secteur quand même qui a été longtemps abandonné, et donc c'est des particuliers qui exploitent le secteur, et les prix de bidons d'huile varient selon les périodes et tout. Est-ce que cette prise en charge de ce secteur ne va pas amener le gouvernement à vouloir donc plafonner, harmoniser les prix? Est-ce que ça va arranger quand même ces personnes-là qui étaient des particuliers dans ce secteur-là? Est-ce qu'on ne va pas encore assister à des conflits inutiles comme ce fut le cas dans le soja et autres? C'est une préoccupation sur laquelle je voudrais que vous opiniez. C'est vrai qu'avant la mise en place de cette réforme, sûrement il y a des experts qui ont travaillé là-dessus. Et dans le travail qu'ils ont eu à faire, il faut qu'ils d'abord analysent les problèmes sous-jacents qui existaient dans le secteur bien avant que le gouvernement ne puisse demander à prendre la relève. Et les problèmes
qu'a évoqué Henri tout à l'heure, liés au CAR par exemple, ce sont des problèmes qui existent, d'accord, qui sont déjà là, qui n'ont pas encore trouvé totalement de solution. Et donc il va falloir régler ces problèmes-là. Mis à part ça, mettre une mesure incitative pour permettre quand même à ces particuliers-là, qui sont déjà dans le domaine, qui ont une expertise dedans, je connais un monsieur à Lada Ouegbo là, il ne fait que ça, il est immensement riche, honnêtement. Si vous le voyez, on vous dit que celui-ci, il est un exploitant de palmiers à huile, vous allez vous dire non, mais il est immensement riche. Ça veut dire que c'est un secteur qui apporte beaucoup plus, d'accord. Mais il faut un encadrement, et l'encadrement qui va accompagner doit être fait sans ne pas écarter ces acteurs-là qui sont déjà dans le secteur. C'est-à-dire faire une rencontre avec eux, discuter avec eux, voir dans quelle mesure on peut commencer par harmoniser. Parce que lorsqu'on n'harmonise pas, puisqu'on tend vers une industrialisation, d'accord, il faut quand même harmoniser un certain nombre de choses pour pouvoir permettre quand même aux partenaires de pouvoir avoir accès aux produits. Et donc, dans la régularisation des choses, il faut qu'on mette à contribution ces acteurs-là qui sont déjà dans le secteur. Parce qu'il faut remarquer que le secteur rencontre également d'autres problèmes. Lorsqu'Henri parle de l'accompagnement qu'on fait avec les cotonculteurs, il faut ce même accompagnement avec ces privés-là. Parce qu'il y a le problème d'intempéries qui est là, il y a le problème des insectes qui dévastent ces palmeraies, par exemple. Il faut mettre à disposition des intrants, des insecticides ou tout ce qu'il faut quand même pour pouvoir lutter contre ça. Et donc, aussi, il faut planter quand même des palmiers qui vont vite... oui, exactement. Voilà. C'est des palmiers. Lorsqu'on parle, par exemple... 5 ans ou plus, 3 ans. On parle de 1,2 million plants, par exemple. Vous imaginez, c'est énorme. Et donc, c'est sûrement des palmiers sélectionnés. Et on a des experts que l'on quitte au niveau des eaux et forêts. Tous ces experts qui sont à ce niveau-là, qui contribuent à pouvoir avoir un certain nombre de plants qui sont très bien sélectionnés. On va mettre tout cela à contribution pour que, mis à part celui qui participe à la production et également le consommateur final, se soit concernés en réalité par la chose, parce qu'on sent que ça doit être une richesse nationale. Et donc tous les acteurs à ce niveau doivent être mis ensemble pour pouvoir permettre à ce que, en harmonisant les prix, en mettant à disposition tout ce qu'il faut, les plans sélectionnés, les intrants qu'il faut, l'accompagnement qu'il faut, d'accord, la formation également, ça rentre en compte, parce que il faut que ceux qui sont aujourd'hui en train de participer à la production du palmier à huile puissent quitter l'aspect traditionnel pour pouvoir évoluer un peu vers l'aspect beaucoup plus industriel et plus commercial, plus modernisé. Et ça va beaucoup plus avantager les uns et les autres. Il ne faudrait pas que le gouvernement entre dans une dynamique où c'est seulement les grandes usines, les grandes sociétés, les grandes industries qui seront seulement en vue, mais il faut penser également à la consommation locale. Comment faire pour que ça soit toujours disponible et utile à la population, parce que beaucoup en consomment et ça règle beaucoup plus de problèmes. Moi, j'ai toujours conseillé aux uns et aux autres de pouvoir consommer ça que de consommer l'huile importée, parce que on sait comment ça se produit, on sait les canaux de distribution. Il y a des régions aujourd'hui, par exemple, vous allez constater, vous allez voir la production comme ça de façon physique et vous pourrez prendre, c'est comme le sodabi, où vous avez la possibilité d'aller à la production et d'aller vous approvisionner directement là. Et donc, lorsque ce sont des produits comme ça, qui sont fabriqués avec et qui sont disponibles, sur place comme ça, vous êtes satisfait et vous êtes sûr de la qualité de ce que vous consommez. Et donc, il faut également qu'en harmonisant les choses, en industrialisant, il faut qu'on pense également à la consommation, à l'autosuffisance au niveau de nos pays pour que, à ce niveau-là, que l'on ne soit pas confronté. Il ne faudrait pas qu'on soit producteur et que chez nous encore, ça coûte excessivement cher pour que l'on ne puisse pas avoir accès à cela, alors qu'avant, on avait accès facilement à ça. Lorsque les huiles importées ont commencé par coûter assez cher, la plupart des populations se sont ruées vers l'huile de palme et également vers les sauces graines. Ou dans les foyers, c'est généralement ça qui a remplacé la cherté des tomates, c'est ça qui a remplacé également la cherté de l'huile végétale également. Et donc, du coup, c'est un bon secteur. Si on s'y investit suffisamment, je pense que tout le monde serait gagnant. Il faut que le gouvernement pèse l'ampleur pour pouvoir régler un certain nombre de problèmes liés à ça, pour que, à la fin, tout le monde soit satisfait. Réaction, Henri? Oui, vous avez parlé donc de
si le gouvernement investit dans ce secteur-là, est-ce qu'il n'y aura pas... Il n'y aura pas, comment dire, la caporalisation, je peux le dire, non, de ce écoutez, secteur. moi j'ai dit à quelqu'un l'autre fois, le gouvernement, vous ne pouvez pas donc attendre que le gouvernement investisse dans ce domaine-là et ne pas attendre qu'il fixe le prix. Dès que le gouvernement a un regard donc, sur la production, et arrive à investir, à accompagner, à mettre en place les intrants, à mettre en place les plans, forcément, le gouvernement va attendre forcément un retour et fixe le prix. Donc pour moi, non. Plutôt, ça va faire réorganiser le secteur. Ça va faire réorganiser. Enfin, les acteurs aujourd'hui sont en pleine crise. Beaucoup ont laissé donc, la filière pour aller donc, créer leur propre champ de palmier ailleurs. Parce que la crise interne entre les associations est si dense qu'il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas une porte de sortie. Vous avez appris l'autre fois où les gens ont été tués à coups de machette parce qu'ils étaient en Assemblée générale. Oui. Et on a souhaité que ce soit quelqu'un d'autre qui prenne la tête et tout. Donc c'est différent, il faut arriver à régler ça. Et donc pour moi, si le gouvernement arrive à investir dans le secteur, forcément le gouvernement doit avoir un regard dans la fixation des prix. Comme ce fut le cas dans la Kajou, le soja. Le coton, et ça va permettre également, ça va peut-être rassurer les gens. Oui, on sait que si je produis une telle tonne de palmiers, de tar, ou bien j'ai au moins quelqu'un qui peut arriver à acheter. Pour qu'il n'y ait pas de... Parce que la chose c'est que quand vous arrivez à produire et que vous n'avez pas quelqu'un en face qui puisse acheter. Maka parlait tout à l'heure de Nigeria qui est un grand consommateur. Ouais. Oui, est-ce qu'il faut attendre que seulement le Nigeria qui arrive à consommer? Mais il faut que le gouvernement développe aussi une politique qui puisse lui permettre d'acheter, peut-être d'exporter également. De transformer. De transformer également. Oui, donc... Faire du savon. Du savon, oui. Il y a les raffineries qui sont, les savonneries également qui sont prévues également. Donc pour moi, oui, le gouvernement doit accompagner ça, puisque l'initiative est venue du gouvernement. Donc la disponibilité des plans, la subvention également et tout le reste, ça va permettre également de booster. Donc, et il faut rappeler également qu'à grande échelle, cette grande production, ça va régler des problèmes environnementaux. Au niveau de la déforestation, ça va régler un certain nombre de problèmes parce qu'il y a beaucoup d'hectares qui sont mal exploités, où les gens n'arrivent pas à mettre tout ce qu'il faut pour pouvoir limiter la déforestation. Ça va régler ce problème donc, de façon... Et ça va régler également les problèmes de biodiversité. D'accord, à longue échelle, à grande échelle. Et donc, ça réglera également beaucoup d'autres problèmes dont on ne peut pas tout évoquer. Ça va créer également des emplois. Ici, ça va créer également des emplois. Ça va créer également une nouvelle classe d'auto-entrepreneurs aujourd'hui qui vont beaucoup plus quand même s'orienter vers ce secteur-là. J'avais un jeune frère à moi à qui j'avais conseillé de pouvoir mettre ses implants de palmier à huile sur des hectares qu'ils avaient au niveau de Alada, ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, par exemple, avec cette relance, je pense qu'aujourd'hui, il va dire, ah, mes grands frères, vous m'avez conseillé quelque chose de très bien, puisque aujourd'hui, par exemple, il y a ce soutien-là aujourd'hui, parce qu'il a déjà acheté tous ses plans, c'est déjà mis depuis presque 1 an déjà, et donc, vous imaginez, sur 2 hectares, donc, c'est pas mal déjà, donc, il va encore maintenant mieux penser, mieux repenser la chose et mieux s'organiser pour pouvoir en profiter largement. D'accord, on va maintenant passer au deuxième sujet choisi, c'est à la une du quotidien L'Indépendant. On parle de la route des pêches au Bénin, décidément, la route des pêches avec toutes ces réformes sur les 10 années sous le président Patrice Talon, cette route qui s'est métamorphosée avec ce grand projet de la route des pêches. Et l'on parle d'interdiction des constructions en matériaux précaires. Donc nous sommes maintenant arrivés, selon moi, comment je vais dire, au point où il faut véritablement appliquer ce qu'il faut maintenant pour faire de la route des pêches, comment je vais dire, un paradis terrestre, si je peux utiliser l'expression là. Oui, Henri Yabonnet, qu'est-ce qui vous fait rire? Maintenant, là, on veut créer une localité des bourgeois. Parce que, oui, on a
l'aspect que présente la route des pêches aujourd'hui, ça attire. C'est de l'esthétique. Il y a un grand financement qui a été fait. Mais à côté, il y a des gens qui n'arrivent pas à couvrir les 2 repas. Ah bon, ils n'ont qu'à vendre le thé et partir ailleurs. Et partir là où on peut couvrir les 2 repas. Henri Abonnet. Quand vous interdisez aux gens de ne pas construire en matériaux précaires, vous savez, circuler un peu dans la zone, dans la Cotonou, vous verrez les gens qui viennent, qui apportent des bambous pour construire leur boutique, pour vendre de la tassie, pour vendre comment vous appelez ça, de com à côté. Vous avez demandé de ne pas construire des choses en matériaux précaires. Quel est l'accompagnement qui... Oui, il y a un accompagnement. Je ne sais pas si vous avez lu un peu les thèses. J'ai essayé de lire rapidement hier. Le gouvernement a notifié que ces personnes-là seront accompagnées dans une certaine mesure. Si il y a cet accompagnement-là, ce n'est pas donc l'information totale, s'il y a cet accompagnement-là, donc le gouvernement a plein droit maintenant d'interdire que on ne construise pas en matériaux on est en droit de s'interroger, Magoudiano, sur quelle sera la consistance de l'accompagnement. Est-ce que l'accompagnement va permettre réellement à construire quelque chose qui va donc répondre aux critères? Justement, parce que le gouvernement ne peut pas vous apporter. On ne peut pas vous apporter la femme et vous donner le lit. Non, ça c'est autre chose. On peut vous apporter à la femme et vous donner également le lit si on sait que vous n'avez pas tous les moyens pour faire coucher la femme. Maintenant, c'est que dès que vous avez un projet de construction d'une boutique, forcément vous devez avoir un spécialiste en construction, donc un maçon qui va vous faire le devis. Et il doit avoir un comité technique qui arrive à recueillir ces devis-là pour vous installer. Peut-être que sur 10 ans, sur 11 ans, 20 ans, vous aurez à payer quelque chose après que cette boutique-là soit comptabilisée dans vos patrimoines. Même à la hauteur de ce que vous avez, de votre ambition, vous devez avoir quand même, on peut dire par exemple, si vous avez envie de construire une boutique de 1 million qui va coûter 1 million, le gouvernement peut subventionner à hauteur de 700 000 par exemple, à payer sur 5 ans, 10 ans également. Donc je pense que si le gouvernement décide d'accompagner, il faut qu'on aille dans ce sens-là. Parce que forcément, toutes les familles ne sont pas aussi nantis, n'ont pas les ressources financières qu'il faut pour construire donc en matériaux définitifs. Quand on parle de matériaux définitifs, c'est que ce n'est pas ce que nous achetons au bord de la voie. C'est vraiment comment dire, en matière de qualité, de qualité, et puis de qualité, d'une certaine classe. Voilà. Et on sait que la route des pêches également, oui, pour le président Patrice Talon, c'est une des belles réalisations. Une des belles réalisations. Donc, il faut viabiliser ça. Et pour viabiliser, donc, oui, observer autour de cette route-là, au bord de cette route-là, des boutiques bien construites et des hangars bien construits. Donc, pouvoir, si le gouvernement décide d'accompagner, c'est une bonne initiative, mais l'accompagnement soit à la hauteur des ambitions quand même. Magoudiano, cela voudrait dire que peut-être ces hangars ou du moins ces restaurants que nous voyons sur la gauche en quittant fin Carrefour Pavé jusqu'à, je ne sais pas, Avrekété, et qui ne sont pas endus, doivent être réalisés, endus carrément. C'est ce que ça voudrait dire. Exactement. Vous savez, nous sommes dans une dynamique où, au niveau de cette route-là, cette route est devenue un pôle touristique. D'accord. D'accord. Et lorsque vous vous rappelez récemment de la récente fête de Vaudon qu'on a eue à Ouida, c'est cette route qu'on a exploitée, vous et moi, pour pouvoir rejoindre Ouida et pour beaucoup d'autres, où il y avait même parfois un embouteillage terrible sur le tronçon. Et donc, ça rentre en compte de ce qu'on peut appeler l'une des vitrines du Bénin. Tel que vous prenez aujourd'hui, vous allez dans l'arrêt Vive, vous allez dans la zone de l'aéroport par exemple, vous ne pouvez pas voir certaines constructions. Je suis d'accord avec vous. D'accord, parce que lorsque les gens descendent de l'aéroport, ça fait partie des premiers endroits qu'ils parcourent d'abord
avant de pouvoir aller s'installer vers d'autres villes si éventuellement ils y vont. D'accord. Et donc, dans cette dynamique de pouvoir moderniser et surtout de rendre beaucoup plus attrayante, d'accord, toutes les infrastructures qui sont dans la droite ligne de cette route des pêches, qui est aujourd'hui un pôle touristique tel que je le dis, il faut quand même un certain nombre de réformes, d'accord, pour pouvoir quand même corriger un certain nombre de tirs. Parce que lorsqu'on laisse les gens s'installer de façon anarchique sur cette zone, c'est que ça va faire perdre la valeur que ça devait avoir. Ça va faire perdre à cette zone la valeur que ça devait avoir. Et donc, pour pouvoir rester dans cette dynamique, il faut quand même imposer, d'accord, une norme à respecter dans la construction au niveau de toute cette bordure-là. Si vous voulez vous installer, vous allez dans Togben, par exemple, il y a d'autres arrière-constructions qui sont dans Togben, d'accord, mais qui ne sont pas perçues lorsque vous parcourez les bordures de Togben. Donc, les gens ont également cette possibilité-là de pouvoir vendre également les terres et de pouvoir se réinstaller. Non, tout le monde d'accord. Vous serez d'accord. Je suis dans une dynamique. Vous serez d'accord, monsieur. Je suis dans une dynamique où aujourd'hui, la route des pêches n'est plus un lieu comme la rue de Pavé-Kérékou ou bien la rue d'Aïtchédji ou la rue de Saint-Louis, par exemple. Non, aujourd'hui, maintenant, c'est une vitrine touristique. Et aujourd'hui, lorsque vous voulez parcourir, vous voulez aller à la fête du Vaudon aujourd'hui et que vous descendez en tant que touriste, allez réagir tout à l'heure. Vous descendez en tant que touriste à Cotonou, par exemple, et que vous devez prendre par là, ce n'est pas bien que l'on puisse trouver ces entrepreneurs aujourd'hui qui pensent à mettre des infrastructures en place pour mieux vendre le Bénin. Je dirais d'abord pour mieux vendre le Bénin et mieux se faire des chiffres d'affaires, et qu'à côté, qu'on trouve des habitations, d'accord, qui sont mal construites, qui sont occupées par des gens dont on doute de la moralité, parce que ça crée un problème de sécurité. Et qui n'ont pas deux repas par jour comme et donc ça crée des problèmes. Henri et il veut l'encourager. Exactement. Et donc ça crée des problèmes d'insécurité également à ceux qui vivent ou bien à ceux qui vont venir, à tous ces touristes qui vont venir parfois s'installer au niveau de ces hôtels peut-être, venir au niveau de ces restaurants, parce que ceux qui sont à côté ne garantissent pas une sécurité donnée. Et donc, il faut quand même essayer de limiter les dégâts. Absolument. Parce que lorsque vous voulez atteindre certains niveaux, ce n'est pas tout le Bénin qui veut être fait ainsi. Non. C'est juste cette zone-là et également peut-être d'autres zones qui seront mises en compte. On appelle ça segmentation. Exactement. Et donc, on veut faire une segmentation. Si on veut aspirer quand même à moderniser un peu les choses, d'accord, c'est forcément qu'on puisse aboutir à quelque chose comme ça. Très bien. Parce que aujourd'hui, les touristes ne vont pas venir parcourir. Parfois, les gens vont aimer même. Vous allez voir, les gens vont parfois marcher de Fidjirossin là. Jusqu'à Ouida. Jusqu'à Ouida. Ça va arriver. Vous avez vu la cité balnéaire qui est en train d'être construite, par exemple, où ça donne une belle vue, par exemple. Et donc, s'il y a également l'encouragement aux entrepreneurs à pouvoir s'installer tout au long de la bordure, par exemple, à mettre des pôles touristiques tout au long de la bordure, par exemple, c'est que ça donne également un autre, en tout cas, un autre visage, d'accord, pour le tourisme du Bénin. Et donc, ce n'est pas tous les pays qui ont de plages. Non. Ce n'est pas tous les pays qui ont des plages. Et donc, cette zone également est un attrait touristique très, très, très important pour notre pays. Et donc, sans toutefois, c'est pourquoi quand c'est bien, il faut le dire. Moi, je le dis honnêtement. Quand c'est bien, il faut le dire. Laurent. Et donc, il faut quand même passer à cette étape-là pour pouvoir permettre à tous ceux qui viennent, d'accord, à tous les touristes qui viennent, même à nous-mêmes, qui avons l'habitude d'y aller de temps en temps, de nous sentir en bas. Parce que la plupart de ces maisons qui sont mal construites ou qui sont habitées par les autochtones, de ceux qui se sont installés là depuis des années et qui sont les propriétaires terriens aujourd'hui, c'est ceux-là, ce sont ces zones qui causent de l'insécurité dans la zone. En temps, toutes les périodes qui étaient construites de part et d'autre au niveau de la plage, c'était là où la plupart des divorcés sociaux allaient s'installer pour pouvoir créer, ou parfois même pour rester à la plage à une certaine heure, c'est impossible. Et vous avez vu un certain nombre de... Vous avez vu le grand parking qui est en train de s'installer, par exemple, dans cette zone-là, tout au long, par exemple. C'est les véhicules qui seront garés là. Donc ça pose également un problème de sécurité. Même s'il y aura des agents, il y aura des caméras de surveillance, il faudrait quand même que ceux qui n'ont pas cette capacité, d'accord, le Bénin est tellement grand, de venir, il y a des terres à Glo, il y a des terres chez Henri, il y a des terres même il y a des terres un peu partout, qu'ils peuvent acheter et bien s'installer, et même avec un peu de réserve,
créer Beaucoup encore de d'autres réserves. activités. Beaucoup de réserves, oui. Créer encore d'autres activités. Moi, j'ai même dit, le week-end passé, j'étais à une fête à... On vient à vous, hein, vous aurez la parole. Le week-end passé, j'étais à une fête à Idjedo, d'accord? À Idjedo. Et j'ai parcouru la rue de la mosquée, les rues étaient pavées. Même au niveau de là où on a fait l'alphatage récemment, où il y a une belle vue là, je dis, j'ai parcouru, j'ai dit, mais il y a des maisons qui n'ont plus leur place dans ces rues-là. Honnêtement, il y a des maisons qui n'ont plus leur place. Parce qu'on finit l'aménagement, des maisons qui se trouvent dans des trous. Il n'y a rien que des bambous au niveau de toute la maison. D'accord? C'est des problèmes de sécurité parce qu'il suffit juste qu'une bougie tombe ou qu'un gaz explose là et les maisons qui sont à côté sont en danger. Donc, lorsque vous voulez atteindre un niveau de développement, d'accord? Il faut quand même, il faut des sacrifices. Parce qu'en réalité, on ne parle pas de tout le Bénin. On ne dira pas peut-être à la zone d'Akasato, par exemple, leur demander par exemple de vider parce que les familles d'Henri vont se révolter et ils ne vont pas vouloir parce que déjà c'est une cité historique pour eux. Donc, du coup, on ne demande pas ça. Mais pour certaines villes stratégiques qui constituent des vitrines pour le Bénin, il faut quand même qu'on essaie quand même de pouvoir régler les choses, de pouvoir rendre un peu plus belles les choses pour nous-mêmes, pour notre vision à long terme. Parce qu'on a des enfants qui vont grandir demain. Et aujourd'hui, pour l'image du pays également, ailleurs, on voyage, on va ailleurs. On voit comment ça se passe. Et donc, lorsqu'on veut atteindre un niveau de développement, on ne peut pas toujours vouloir rester dans la médiocrité. Non, il faut évoluer, il faut changer les choses. Il faut changer également la mentalité des uns et des autres pour leur faire comprendre le bien fondé, mais sans toutefois ne pas oublier l'accompagnement qu'il faut tel que Henri le souhaite et le dit toujours. Il faut l'accompagnement forcé. Mais ce qu'ils doivent comprendre, c'est que l'accompagnement ne sera jamais toujours à la hauteur de ce que vous espérez. Henri Nyambonnet, je me retourne vers vous, vous qui défendez ces populations-là, qui n'arrivent pas à avoir 2 repas par jour et qui quand même sont installés le long de la route des pêches. Vous pensez, qui vous dit que nous on a 2 repas par jour? Vous pensez que ce n'est pas le lieu de les déplacer, qu'ils ne doivent pas vendre leur terre peut-être pour aller se relocaliser? Justement, c'est à ce niveau-là où il faut suivre le mouvement du développement et s'adapter à mesure, au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Un jour, on viendra vous déguerpir également, parce que la zone dans laquelle vous êtes, on a peut-être envie de construire gratte-ciel. On va partir. On va déguerpir. On va partir, si on nous dédommage. On va vous dédommager à hauteur de 1 mètre carré. Avant d'attendre le dédommagement, s'il vous plaît, à 75 francs. Et ce que vous avez dépensé pour acheter ce domaine-là, ou bien cette parcelle-là, vous ne pourrez plus l'avoir. Vous serez peut-être en deçà même de la moitié pour vous. Il n'y aura pas de je l'ai rappelé à la fin. Le dédommagement ne sera jamais à la hauteur. Il n'y aura pas de terre chez Henri, il n'y aura pas de terre chez les parents, parce qu'on aura à cultiver le palmier ailleurs. Donc, il n'y a plus de terre. Mais vous savez, oui, je suis d'accord que cette initiative peut-être va contribuer à accompagner l'attractivité économique et touristique. Mais ça crée d'autres problèmes. Lesquels? Ça crée d'autres problèmes. Par exemple, les familles seront déracinées. Parce que les gens qui vivaient dans cette zone depuis des années, depuis des lustres, pas parce qu'on a construit une belle route, une route esthétique qui, oui, pour Mac, qui est désormais la vitrine du Bénin, qu'il faut déraciner les gens. Ça pose des problèmes sociaux et humains. Je ne vous arrête pas. Non, s'il vous plaît. Je ne vous arrête pas. Non, s'il vous plaît. Là où moi je suis né, j'ai grandi. S'il vous plaît, ce n'est pas là que je vis aujourd'hui. Ça veut dire que j'ai été déraciné. Non, vous n'avez pas compris. D'accord, expliquez-nous encore. Ces familles-là, il y a des familles qui sont là depuis des années. Ils sont de Cotonou. Cotonou. Ils sont de Cotonou. Mais on parle ils ont une origine. Ah, mais écoutez, s'il vous plaît. Ils ont une origine. Ils ont une origine. Les Koula ont une origine. Non, écoutez, les Koula, si les Koula ont une origine. Donc, tout ça, depuis 50 ans. Ils ont des origines. Cotonou, ce n'est pas... Depuis 50 ans, aujourd'hui, parce que vous avez construit une belle route, vous dites que, oui, il faut les enlever de là. C'est pas que la route. C'est pas que la route, Henri Nyambonnet. Non, on parle de parle de vitrine, on parle de tourisme. On a mis en exergue la route des pêches. D'accord? Et donc, c'est là on nomme la zone est nommée la route des pêches. Mais à ce niveau-là,
Et à cette route, on va greffer les infrastructures touristiques. Il y aura donc des guépissements. Il faut que ça a un beau visage. Vous allez déguerpir les gens. Ceux-là sont de Cotonou. Leur origine, c'est Cotonou. Ils ont des origines. Et l'autre chose que je vais vous dire... Ils ne sont pas de Cotonou, non? L'autre chose que je vais dire... C'est pas ça. Attendez, l'autre chose que je vais vous dire... Est-ce que vous êtes d'accord avec Bako? Moi, ça va créer des problèmes sociaux et humains. Parce qu'en décapissant les gens, ça va créer des problèmes. Les gens ont de difficultés à se reloger. Voyons si ça va poser de problèmes. Aujourd'hui... Voilà. Aujourd'hui, donc Henri, aujourd'hui, ce que coûte une terre à Fidrosset, c'est des millions. D'accord, le long de la route des pêches. Est-ce que vous imaginez? Il y a de quoi avoir 2 repas pendant 100 ans. Ils peuvent vendre et se relocaliser. Les terres coûtent ici à 10 millions, 5 millions. Ils verront où? Attends, ils peuvent s'installer. À Kassato, il n'y a pas de parcelles à vendre. Oui, à Klo, il n'y a pas de parcelles à vendre. C'est des parcelles à Kassato, à Klavi, et les gens sont en train de vendre les fonds. Ça veut dire que ça n'existe plus. Les terres n'existent plus. Ça existe. Les terres n'existent plus. Non, de vous à moi, ça existe. Les terres existent. Écoutez, les terres existent. Vous rentrez dans la sopa simple là. Vous rentrez dans la sopa simple là. Il y a assez de terres qui existent. On va lui laisser finir. Oui, on vous a cassé une fois. Continuez, on va voir. Je souhaiterais que... Oui. On va interdire qu'on construise en matériaux précaires. Mais il faut mettre au cœur de cette politique-là l'humain, c'est tout. On ne peut pas dire que parce que, oui, on a une très belle... on va construire une très belle... Donc, vous avez dit aussi que l'accompagnement ne sera jamais à la hauteur des ambitions. Si, par exemple, il y a une famille qui est là et qui se nourrit, vous savez quoi? Bon, Henri, dites-nous alors. Dites-nous comment pensez-vous qu'on pourrait faire de cette route des pêches une vitrine touristique sans prendre de cette disposition? Vous voulez qu'on passe toujours en voyant des gens qui n'ont pas de toilettes déféquer sur la plage avec... J'avais dit ça. Ça fait partie des problèmes. Ça fait partie des problèmes. C'est ça. Allez construire donc des toilettes modernes. Oui, il y a des toilettes publiques qu'on peut construire. Le gouvernement a le devoir donc de construire des toilettes publiques. Vous avez chez toi et vous n'avez pas la possibilité de construire toilettes. Vous attendez que l'État vienne construire toilettes. Vous avez posé le problème. Je vais vous donner une porte de sortie. Vous avez une maison, vous êtes capable de construire toilettes. Oui. Moi, je ne dis plus rien. Moi, je vous écoute. Vous parlez donc de vitrine. Par exemple, quand vous allez à Ouida, Ouida qui accueille chaque année les Forum Days. Il n'y a pas de bâtisses à Ouida. C'est une cité historique. C'est une cité historique. Justement, c'est deux choses différentes. La zone également. C'est une cité historique. La zone n'est pas une cité historique. Pas du tout. La zone n'est pas une cité historique. Ils sont là depuis 50 ans. Mais ne comparez pas à Ouida. Ça a aussi une histoire. Bon, d'accord. Allons-y à Ouida. Ouida dont vous parlez. Pour aller vers la plage. Vous avez vu ce qui a été fait, vous avez vu la couleur du bitume. Maintenant, il paraît qu'ils ont demandé aux maisons qui longent cette route d'adopter une certaine couleur. Qu'allez-vous dire que les gens n'ont pas de repas pour pouvoir peindre leur maison? Voilà. Si on vous impose d'avoir cette attitude-là, face à ce que vous appelez... C'est qu'on ne vous a pas demandé de vous retrouver là, sur cette route-là, et qui sera développée après. Écoutez, ce que on ne m'a pas demandé de me retrouver là où je suis aujourd'hui. Vous voulez... Non, on ne veut plus donc vous voulez que dans 100 ans là, le Bénin soit à l'étape où on est parce que allez même aux États-Unis, allez même en France. Il n'y a pas de zones insalubres dans ces zones. Donc c'est comme ça, vous voulez que même en Chine, il n'y a pas de zones insalubres. Donc vous voulez que nous vivons dans des zones insalubres. On parle de la ville économique. Et après? On parle de la ville économique. économique. C'est pour ça qu'il faut renvoyer ceux qui... Vous descendez à l'aéroport Charles de Gaulle. Attends, vous descendez à l'aéroport Charles de Gaulle. Tout l'environnement là, même je dirais même à 20 km, d'accord, tout autour, vous allez dire que vous allez trouver des zones comme même votre Cotonou là. Pas du tout. Et ceux-là, c'est parce qu'ils ont une vision. Vous allez voler sur des maisons pour atterrir. C'est pourquoi? C'est parce que ceux-là ont une vision. Ils ont une vision. Et nous aujourd'hui, par exemple, nous ne vous comprenons pas. Vous ne comprenez pas. C'est ça. On ne comprend pas, Henri. Le développement, c'est quoi pour vous? Mais c'est à vous de nous le dire. Le développement, c'est pour vous. Ce n'est pas manquer de 2 repas par jour selon vous. Le développement pour vous, c'est qu'il faut déguerpir les gens. D'accord? Il faut les renvoyer
parce que vous voulez construire, c'est parce que vous avez construit de belles maisons. C'est ça le problème, c'est pas ça. Non, c'est le problème que vous avez. Non, je comprends pas. J'aurais aimé même que ça passe en attitude décalée pour que les téléspectateurs... Vous avez compris, si on peut mieux départager, parce qu'apparemment... l'opportunité aux téléspectateurs, aux auditeurs, ils vont dire la réalité. Ce que je veux dire, c'est la réalité, c'est la réalité. C'est la réalité. Pourquoi vous pensez pas aller acheter des maisons à la Rêve Vive? Est-ce que vous savez depuis combien d'années Rêve Vive là était déjà viabilisé et on sait que ce sont les personnes viabilisées. Oui, la zone laissez-moi aller jusqu'au bout. La zone viabilisée. Donc, ça a été viabilisé. Les gens qui souhaitent aller là-bas savent que, attention, je vais dans une zone viabilisée et voici le niveau de vie qu'on doit avoir dans cette zone-là. Mais avant ça, ce sont des normes qui ont été imposées. Justement, c'est pourquoi on veut imposer ces normes-là. C'est pas du jour au lendemain. C'est pas du jour au lendemain. C'est du jour au lendemain. C'est ce qu'on fait là. Ce projet-là, Talon est en train de vouloir faire 10 ans déjà. Donc ça veut dire que c'est du jour au lendemain. Ce n'est pas du jour au lendemain. La population est déjà... Reprenez l'histoire, les populations qui sont prises dans ces zones-là. Vous verrez que ces populations sont là avant même ce projet-là. Et la zone de Rêve Vive, ce n'est pas la même histoire. Et combien de fois on n'a pas cassé les gens le long de cette plage-là? Des gens ont été cassés, relogés, recassés, relogés. Même des entreprises. Et même maintenant, on dit qu'il faut donc si on a cassé les gens, ils sont revenus se reloger encore, c'est que ça pose un problème. Non, ils ne sont pas venus. On les a cassés, on les a poussés. Ils ont reconstruit. Après, on a refait ça encore. Maintenant, on a dit qu'on ne veut plus de matériaux précaires. Quel problème ça vous pose? C'est un problème de... Est-ce que les gens ont cette possibilité-là de construire un matériau définitif? On va les soutenir. Maintenant, quel problème ça vous pose encore? À quelle hauteur? On va les accompagner. Je ne sais pas encore. À quelle hauteur? Et lui, votre Alter a dit tout à l'heure que ça n'ira pas au niveau des ambitions. Oui, ils avaient d'abord d'ambition. Ceux-là, ceux qui résidaient là avaient d'abord d'ambition. Ils n'avaient aucune ambition. C'est l'État, en réalité, c'est vrai. C'est l'État qui veut leur donner alors cette envie-là, pour ceux qui veulent avoir d'ambition, de les accompagner pour aller ailleurs. Pour exprimer leur ambition ailleurs. Ceux qui n'auront pas d'envie, ils pourront venir chercher des terres à Glo, à Kassato, à Zé. Vous continuez de dire ça. Pour pouvoir s'installer, parce que tout le monde n'est pas habilité à rester dans les zones touristiques en développement et à Cotonou. Tout le monde ne peut pas. Oui. Les gens sont à Cotonou depuis des années. Même les cadres qui sont à Cotonou savent qu'ils ne peuvent plus vivre à Cotonou. Et beaucoup se sont venus installer, sont venus s'installer. Tranquillement. Ici. Parce que Cotonou devient un pôle d'attraction touristique et tout ce que vous savez. C'est la cité économique. Quand les gens descendent, ça va se faire quand vous serez président. Ça va se faire. Aujourd'hui, c'est le président Talon qui est en train de faire ces actions-là. Le président Talon, c'est même ce que je dis là. C'est que pour arriver là, il faut un minimum pour les gens d'abord. Vous ne pouvez pas les déloger, vous ne pouvez pas les déguerpir de force. On parle de combien? D'accord. On va espérer que l'accompagnement soit... Je vous permets de conclure, voilà. Non, c'est vous qui dirigez. C'est vous qui pensez. Je dis que vous pensez que il faut une république des bourgeois dans Cotonou. Non, il faut. Dans quel pays il n'y a pas un quartier de bourgeois, il n'y a pas une segmentation pour les bourgeois. Je vous donne juste un exemple. Vous allez en Suisse par exemple. Vous-même là, vous dites. Non, je vais vous donner un exemple. Vous allez en Suisse de la Suisse parce que bientôt on va aller à Suisse. Il n'y a pas la même réalité. Suivez les exemples. Vous parlez des bourgeois, non? J'aime pas ces exemples. Comment ça va même pas encore donner l'exemple? Non, il ne faut pas me donner ça. Parce que ce n'est pas la même réalité. Attendez, je vais parler du Parlement. Je vais parler du Parlement. Ils ont 7 députés. Au niveau des 7 députés, il y a 2 de la droite, 2 de la gauche, 2 de la classe bourgeoise et 1, d'accord, qui est neutre. Ça veut dire que même la bourgeoisie contribue. D'ailleurs, ce sont même ceux qui ont même la plus belle vision, d'accord, pour le développement, d'accord, d'un pays en réalité, et qui ont les moyens, et qui mettent les entreprises en place, qui contribuent également à pouvoir rehausser le PIB du pays. C'est pourquoi on doit les mettre également à contribution. On ne peut pas demander à vous et moi, par exemple, d'aller construire un hôtel 5 étoiles, par exemple, au niveau de la route de pêche, parce qu'on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens. On le sait, vous avez les moyens. Elle nous s'ouvre comme ça, Henri. Bon, c'est fini. Donc, on va mettre fin à ce débat avec la permission de Marcel Yedo.